nous avons visité 30 établissements cette année, sur les 150 visites d'établissements au total que nous faisons, et nous constatons souvent qu'il peut y avoir autour de 40, parfois 50% de patients hospitalisés sans leur consentement. Alors pas dans tous les hôpitaux, c'est très très variable, mais globalement la tendance est que ça augmente depuis quelques années, et même d'après pour le coup les sociologues qui regardent ces questions, ça aurait doublé sur une période d'environ 10 années. Il y a plusieurs choses, mais il y a surtout une réforme législative de 2011 qui a introduit un mode d'hospitalisation sous contrainte nouveau, qui est l'hospitalisation en cas de péril imminent. Et ce mode d'hospitalisation en cas de péril imminent, finalement, c'est totalement concomitant, ça a eu comme conséquence une augmentation du nombre d'hospitalisations sans consentement. Il y a un vrai problème sur l'isolement et la contention dans la psychiatrie sous contrainte. Les psychiatres, quand on leur demande, ils nous disent tous que c'est dans l'intérêt thérapeutique du patient. Le problème, c'est qu'aucune étude à ce jour n'a montré que ça avait un intérêt thérapeutique. Jusqu'en 2016, il n'y avait aucun encadrement légal pour pratiquer ces contraintes. Dans la loi du 26 janvier 2016, la loi de modernisation de la santé, la loi indique qu'il doit être exceptionnel, surtout le dernier recours, pour une durée extrêmement restreinte, et puis surtout décidé par un médecin et pas par des infirmiers. Et puis la tenue d'un registre dans l'hôpital pour tracer la date, la durée, le motif de cette pratique. Et puis un registre annuel de l'hôpital qui devra expliquer justement le nombre de mesures d'isolement et de contention, ce qui a été fait pour l'éviter, la politique de l'établissement pour éviter tout cela. Bon, donc la loi, objectivement, elle est très satisfaisante. Moi, je la trouve très satisfaisante. Le problème est que déjà, il a fallu attendre 15 mois pour qu'il y ait une circulaire, c'est-à-dire que la circulaire du ministère de la Santé est sortie en mars 2017. Et par ailleurs, 1 an après la circulaire et 2 ans après la loi, finalement, eh bien, certains hôpitaux, heureusement, se sont mis en ordre de bataille et respectent tout à fait cette loi, d'autres plus ou moins, et certains pas du tout. Or ça, c'est tout à fait inacceptable. C'est la loi. Des patients qui sont libres, en hospitalisation libre, à l'isolement et en contention, c'est illégal. Il y a une seule possibilité, c'est subitement, par exemple, un patient qui est hospitalisé librement, qui manifeste une agitation extrême. À ce moment-là, ça c'est une recommandation de la Haute Autorité de la Santé, à ce moment-là, et de nôtre également, à ce moment-là, on peut le contenir physiquement, mais sous réserve qu'on le fasse dans les quelques heures changer de statut, c'est-à-dire qu'il devient un patient hospitalisé sans son consentement. J'appelle pas à l'interdiction, mais ça doit être là aussi utilisé de façon totalement exceptionnelle pour des personnes extraordinairement agitées. Dans un même hôpital, il peut y avoir un service où on pratique l'isolement et la contention, et un service où à pathologie équivalent, il n'y a pas d'isolement et de contention, parce que justement les médecins là ont décidé d'être contre. Ça veut bien dire que c'est possible. Alors il faut aussi expliquer que c'est très souvent, pas uniquement, mais très souvent, une question de moyens. Mais pas uniquement. Moi, j'insiste là-dessus parce que, justement, l'exemple que je vous cite sur des services qu'ils font et d'autres qui ne le font pas, en général, si c'est dans le même hôpital, ils ont les mêmes moyens. Donc là, c'est plutôt une question de culture de service. Non, car de l'avis de tous les spécialistes, c'est au contraire une technique qui peut apaiser pour cette maladie qu'est l'autisme, et qui n'a absolument pas les caractéristiques que peuvent avoir justement la contention. Ça n'a rien à voir. Je crois que justement, il ne faut absolument pas mélanger les deux. Il y a toute une série d'atteintes aux droits fondamentaux dans certains hôpitaux qui souvent ne sont pas
en rapport avec la pathologie de la personne. Je m'explique. Autant j'admets tout à fait, et on ne peut qu'admettre que dans le cas d'un patient, compte tenu de sa pathologie, compte tenu de sa situation familiale et personnelle, il puisse être nécessaire de lui retirer son téléphone pendant 8 ou 15 jours, interdire des visites familiales parce que ça peut le perturber, voire le mettre en pyjama pendant le début de son hospitalisation, on peut tout à fait le comprendre au cas par cas, pour le coup, avec un intérêt thérapeutique. Ce que nous dénonçons avec vraiment force, c'est le caractère systématique dans certains services de ces interdictions. C'est-à-dire qu'il y a des services où il est décidé, c'est une règle, que pour tous les patients, quels qu'ils soient, on interdit le portable, ou on l'interdit 15 jours, mais pour tout le monde, ou on met en pyjama tout le monde, ou par exemple on interdit les visites familiales pendant 15 jours pour tout le monde. Ça, c'est complètement attentatoire aux droits fondamentaux des personnes. Le pyjama, on ne voit pas l'intérêt, et quand nous, à chaque fois, on demande aux praticiens quelle est la cause, c'est très varié d'ailleurs comme réponse, et objectivement jamais convaincant, puisqu'on nous répond pour que le patient se rende compte qu'il est malade. Donc en réalité, soit il s'en rend compte et il n'y a pas besoin d'être en pyjama, soit sa pathologie fait qu'il ne s'en rend pas compte et c'est pas parce qu'il sera en pyjama qu'il s'en rendra mieux compte, donc l'explication, à mon sens, ne rime à rien, soit pour qu'on les identifie plus dans le parc quand ils se promènent, voire pour éviter des fugues, enfin des explications qui sont à l'évidence pas satisfaisantes. D'ailleurs, il y a plein de services où ça n'existe pas et où ça se passe très bien. L'intimité des patients n'est pas respectée dans ce type de situation, comme nous l'avons relevé au mois de janvier au CHU de Saint-Étienne, où justement des patients hospitalisés sans leur consentement, mais aussi des patients hospitalisés librement, se sont retrouvés pendant presque 8 jours pour certains, sur des brancards attachés au service des urgences générales, avec les médecins qui passaient de temps en temps distribuer des médicaments et parler avec les patients au milieu de tous les autres patients qui venaient aux urgences générales. Alors là, l'intimité et le secret évidemment des échanges entre médecins et patients n'est absolument plus respecté. Mais ça n'est pas respecté, la dignité là n'est pas respectée. Enfin, dans un cas comme ça, cette pratique-là, aucun des droits fondamentaux du malade n'est respecté. Je dois dire que dans le cadre du CHU de Saint-Étienne, déjà pendant la visite, le directeur de l'hôpital et un certain nombre de médecins ont parfaitement pris conscience, certains en avaient déjà conscience d'ailleurs, hein, mais ont vraiment pris très au sérieux ce qu'on leur a dit, et le directeur a très vite pris des mesures pour que les atteintes les plus graves cessent immédiatement. Il a ensuite développé un plan pour dégager des fonds supplémentaires, obtenir des fonds supplémentaires, pour, dans certains cas, doubler les lits dans les chambres qu'il permettait pour pouvoir hospitaliser davantage de personnes en psychiatrie et donc libérer les urgences générales. Je dois dire que l'hôpital a été extrêmement réactif, tout à fait d'accord avec nos constats, extrêmement réactif. Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant? Là aussi, ce qui est tout à fait problématique et qui m'interroge beaucoup, c'est que la Haute Autorité de la Santé était passée dans l'établissement quelques mois auparavant et avait certifié la qualité des soins. Ça laisse quand même un peu rêveur sur ce qui s'est passé. J'avoue que je n'ai pas d'explication. Oui, il y a des pays où ça n'existe pas, souvent les pays du nord de l'Europe d'ailleurs, où ça n'existe pas. Il y a des expériences très intéressantes et assez généralisées en Italie, où la psychiatrie enferme beaucoup moins que nous, c'est-à-dire il y a beaucoup moins d'hospitalisation sans consentement, parfois ça n'existe pas, et puis quand il y a hospitalisation sans consentement, il y a beaucoup moins de mesures coercitives comme l'isolement et la contention. Donc oui, je pense qu'on est quand même un des pays où ces mesures d'hospitalisation sans consentement et d'isolement et de contention sont le plus développées. Les pouvoirs publics, à mon sens, n'attachent pas suffisamment d'importance à la psychiatrie. D'ailleurs,
le fait que cet article sur l'isolement et la contention ait été intégré il y a 2 ans dans une loi sur la modernisation de la santé, alors que beaucoup de professionnels, et pas que d'ailleurs des professionnels, mais que tout le monde attendait quand même une grande loi sur la santé mentale, que du fait de cet article inséré dans cette loi, à mon avis, va faire que avant de très nombreuses années, il n'y aura pas de loi sur la santé mentale, alors que je pense que c'est tout à fait essentiel. Et en termes de moyens, déjà la médecine hospitalière est en crise, et notamment en crise de moyens, mais au sein de la médecine hospitalière, je trouve que la psychiatrie est considérée comme, je dirais, le parent pauvre de la médecine hospitalière. Donc ça, moi, j'appelle régulièrement l'attention des pouvoirs publics sur une prise de conscience de l'état de la psychiatrie hospitalière en France. Bien, notre institution, je pense qu'elle est en train de prouver qu'elle joue un rôle important, d'abord dans les réflexions qui ont abouti à la loi de 2016 qui a encadré les pratiques d'isolement et de contention, par le simple fait de ces visites où on voit bien que par la visite elle-même et puis ensuite les échanges de rapports, un certain nombre de pratiques changent. Nous agissons aussi beaucoup par courrier avec les personnes privées de liberté. Et il y a encore 3 ans, il n'y avait jamais aucun courrier venant du secteur de la psychiatrie. Cette année, on est à 10% quand même de requêtes. Auparavant, c'était quasiment uniquement des détenus et maintenant, ça représente 10% des personnes qui nous écrivent. Et une tendance même nouvelle depuis 1 an ou 18 mois, c'est que des professionnels nous écrivent pour nous indiquer que la situation de l'établissement dans lequel ils exercent n'est pas conforme aux droits fondamentaux des patients. Donc ça, c'est vraiment une forme de tabou qui s'est levé et je crois que le contrôle général des lieux de privation de liberté y a vraiment sa part et même y est pour beaucoup, je dirais.